Je passe sur effectivement les travaux qui sont menés pour aller encore d'avoir de meilleures technologies sur l'hydrogène. C'est vrai que les rendements dans le domaine de l'hydrogène ne sont pas énormes. Un électrolyseur 65% aujourd'hui, une pile 50%, donc quand on parle de la batterie à 95%, on est très très loin du compte. On essaye effectivement de gagner également des points sur ce volet-là. Aujourd'hui, on développe un électrolyseur qui fait d'ailleurs à la fois électrolyseur et pile à combustible, qui peut monter à des rendements de l'ordre de 95%, ce qui nous amène à un prix d'hydrogène à terme qui peut être de l'ordre de l'euro du kilo, c'est-à-dire là, on est complètement sur des chiffres qui sont inférieurs à ce qu'on a par vaporeforme aujourd'hui. Alors, il y a des exemples de projets qui ont démarré, alors on est plus dans l'expérimentation, je le conviens, que dans du déploiement, mais de projets qui ont démarré, quoique là, on est sur un cas industriel, puisque c'est un marché public, qu'a mené le CEA pour remplacer une fourniture par camion d'hydrogène carboné par de la production locale d'hydrogène par électrolyse. Et globalement, Cofeli, qui gère ce marché, il trouve son compte, donc il a pu développer ce type de solution. Il y a les cimenteries, je passe. Le second volet, c'est le stockage d'énergie renouvelable. Je vais passer très vite. Je vous ai parlé des ZNI où il y avait un vrai intérêt parce qu'on est capable d'avoir une électricité renouvelable qui se situerait entre 150 et 200 euros du mégawattheure, là où aujourd'hui, en moyenne, dans les ZNI, on est plutôt vers 243 euros du mégawattheure. Donc là encore, économiquement, il y a une réalité qui peut se mettre en place. Je passe tout ça. Le power to gas, alors le lien avec les réseaux de gaz, ça c'est plus futuriste, mais il y a effectivement aussi un gros travail de GRT Gaz, d'RTE, Enedis et GRDF pour voir quelle serait la capacité à pouvoir stocker des énergies au travers des réseaux de gaz qui présentent une capacité importante et qui serait une des solutions à explorer, bien qu'aujourd'hui ces solutions sont économiquement pas viables, je peux l'affirmer. Et puis on va passer là à la mobilité, parce que c'est quand même le sujet, je m'en excuse, mais il fallait que je fasse tout ce préambule pour vous expliquer comment on pouvait arriver à de l'hydrogène. L'intérêt de l'hydrogène dans la mobilité, alors on a le même problème que pour les véhicules électriques, infrastructure et véhicules, qui attend qui, etc. Donc celui-là, on l'a inévitablement. Et donc, je fais un petit focus rapide, je vais balayer rapidement sur ce qui se fait à l'international, parce que c'est pas mal parti au Japon, c'est pas mal parti en Californie, c'est pas mal parti en Allemagne. Alors, donc si on prend le Japon, on voit qu'en 2017, alors les chiffres là les chiffres 2015 sont exacts, les chiffres 2017 sont approximés parce que c'était une vision Air Liquide fin 2017. On est un petit peu en dessous de ce qui est affiché là, mais en gros, on n'est pas à 3000 véhicules, mais on doit être entre 2500 et 2700 véhicules au Japon, avec de l'ordre de 80 stations déjà déployées. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui sont partis sur le déploiement de ce type de solution. Alors le nombre de véhicules peut faire sourire, on est sur vraiment des tout premiers de série. Il faut quand même savoir que Toyota commercialise une Mirai à 3000 unités par an, et ils pensent passer à 30 000 à l'horizon 2021. On connaît la stratégie de Toyota sur la Prius. On parle beaucoup d'hydrogène, de véhicules hybrides aujourd'hui, enfin ils ont défriché, et sur l'hydrogène ils font pareil. Hyundai a également cette stratégie-là. Donc globalement, le Japon, la Californie sont très en avance. Ils développent des véhicules qu'on appelle full power, c'est-à-dire où toute la capacité, toute la puissance et toute l'énergie vient de la pile à combustible. Et donc ils développent des stations en réseau qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu comme la Tesla, les plus fortunés peuvent se payer une voiture à hydrogène et circuler 26 stations, ne serait-ce que sur le territoire de Los Angeles. L'Allemagne, pareil, est partie. Alors eux, ils ont moins d'offres de véhicules. Alors ils peuvent toujours acheter les véhicules japonais et coréens. Eux, par contre, ils ont mis en place une politique très volontariste sur les stations-service, sur l'infrastructure, et ils sont en train de déployer près de 400 stations-service en Allemagne. Ils en sont, je crois, à 50 ou 60 aujourd'hui. La stratégie, en fait, est en train de s'essouffler parce que ces stations-service, elles sont installées, elles vieillissent, mais il n'y a pas de véhicules qui viennent dessus. Donc, ils sont en train de revoir un peu leur position. Et donc, on voit, au niveau mondial, on est environ à 7000 véhicules. Là, c'est marqué 10 000, c'est 7000 véhicules qui tournent aujourd'hui dans le monde. Et on est de l'ordre de 240 stations-service qui sont installées aujourd'hui dans le monde. Alors, la stratégie française, et je finirai là-dessus, sur la mobilité. Eh bien, on a pris un chemin un peu différent. On a dit ce qu'il faut, c'est que montent en puissance progressivement les stations et les véhicules. Donc cette stratégie, elle consiste à dire quoi ? Je mets une station quelque part et j'essaie de mettre un maximum de véhicules autour pour amortir la station. Quand on pense à ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle le schéma de flotte. On n'est pas sur le véhicule particulier de Monsieur Tout-le-Monde, on n'est pas sur le marché de masse. On est sur un schéma où ce sont les flottes de véhicules commerciales, les flottes de véhicules administratives qu'on peut gréer. Donc on va mettre 40 véhicules commerciaux, type Kangoo, par exemple, qui est un véhicule de livraison,
et autour d'une station, et cette station, elle peut trouver sa propre autonomie. Et puis en multipliant ce nombre de spots sur progressivement une métropole, une région et le territoire national, on peut arriver à terme à attaquer un marché qui soit plus un marché de masse. Alors pour ça, il y a deux conditions, c'est qu'il faut des véhicules de flotte à hydrogène. Alors vous avez peut-être déjà vu ou testé des Kangoo à hydrogène, hein, qui est en fait une Kangoo électrique qui a été modifiée avec un range extender pour accroître l'autonomie. C'était une demande de la Poste d'utiliser ces véhicules-là en véhicules électriques. Et puis certains facteurs en zone rurale avaient un peu du mal à rentrer, il fallait qu'ils coupent la radio et le chauffage en hiver, sinon ils n'étaient pas sûrs d'arriver à la maison. Donc on a fait ça. Rapidement, on a parlé des taxis. Alors tout ce qui est véhicule à usage intensif, il y a le débat côté batterie, des temps de rechargement qui sont une perte économique pour l'exploitant. Donc la société de taxis parisien a déployé des taxis à hydrogène aujourd'hui, parce qu'ils trouvent un meilleur modèle économique et une meilleure rentabilité. Ils ont 3 chauffeurs par taxi, les taxis tournent tout le temps, juste le temps de la recharge à hydrogène qui prend 3 minutes comme un véhicule traditionnel. Et en fait, ils arrivent à amortir un véhicule taxi beaucoup plus facilement qu'un véhicule électrique qui reste un certain temps pour la recharge électrique. Je balaye rapidement les bus, deuxième sujet. Et là encore, il y a des villes qui ont choisi de passer au bus hydrogène, Pau, Auxerre, le Grand Versailles et compagnie. Et puis ce véhicule-là qui est important, parce que ce véhicule-là, il a une cible d'usage assez comment dire, variable. Et ce sont en plus des usages qui sont portés généralement par la collectivité. Donc pour mener une politique de déploiement, c'est assez intéressant. Et donc un master à hydrogène, par exemple, serait une vraie opportunité, parce que véhicules de pompiers, véhicules d'intervention technique, de livraison, etc. etc. Et c'est par ce modèle-là qu'on va pouvoir de plus en plus déployer dans des métropoles et même dans les zones rurales ce type de véhicule. Je finis là-dessus. Le prix à la pompe, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on ait une parité entre du diesel essence et l'hydrogène. Et je ne m'en cache pas, essence diesel taxée, bien évidemment, avec une part de taxe qui est assez importante, mais un hydrogène sur lequel aujourd'hui l'État est prêt à dire on ne met pas de taxe pour le moment tant que l'hydrogène n'est pas un coût de production suffisamment bas pour qu'on puisse le taxer. J'ai fini, juste un point quand même, on parle de mobilité terrestre et d'automobile, mais tous les autres secteurs de la mobilité sont aujourd'hui adressables par ce type de technologie, y compris l'aéronautique pour lequel Safran et Boeing s'investissent. Voilà rapidement le paysage. Ah, puis dernier point quand même. On parlait ce matin des réseaux, enfin de l'acceptation des véhicules électriques et des bornes de recharge en grande capacité. L'hydrogène peut aussi être un système tampon qui permet de tamponner entre le réseau et un parc, par exemple, de bornes de recharge pour absorber à la fois la puissance et l'énergie. Et j'ai fini. Excusez-moi, c'était un peu rapide, mais... Écoutez, un grand merci pour cette exposé.